Bienvenue dans ce nouvel épisode du Keep on Talk, le podcast des mangaka. Moi c'est Keops, je suis passionné de manga et d'écriture et je suis fondateur du Keep on Dream, un collectif qui a pour but d'éditer des jeunes auteurs de manga. Dans ce podcast, je reçois des artistes qui viennent nous parler de manga bien sûr, mais aussi de leur parcours, de leurs inspirations et tout plein d'autres trucs, alors installez-vous confortablement. Aujourd'hui, j'ai très hâte de recevoir notre nouvel invité, mais juste avant de commencer l'épisode, sachez qu'ils sont tous enregistrés en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions à nos invités en vous abonnant à la chaîne du Keep on Dream. Et si vous voulez en savoir plus sur notre collectif, rendez-vous sur le site keepondream.com. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite un très bon épisode. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Keep on Talk, le 13e épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Goto. Salut Goto. Salut. Alors première question et pas des moindres, comment tu vas ? Bon, ça va bien. Un petit peu fatigué avec pas mal de nuits raccourcies, on va dire, pour préparer le Ulule, mais bon, ça va. C'est étonnant, tiens. Je me demande pourquoi. Alors comme pour le dernier épisode avec MH, c'est un épisode un peu spécial puisque c'est un auteur maison, Goto, c'est un auteur du Keep on Dream. Donc voilà, vous inquiétez pas, la qualité des questions n'en sera pas impactée. Il y aura peut-être du favoritisme, sans doute, mais ce sera comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler de Nodoka. Donc c'est le nouveau manga du Keep on Dream à tenter l'aventure papier. Mais avant de parler de la campagne, parlons un peu de l'histoire. Nodoka, de quoi ça parle ? Alors, Nodoka, c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui s'appelle Nodoka, qui est accompagnée d'un chevalier en armure entièrement blanche. Ce chevalier est un petit peu brut de décoffrage au premier abord, et dans le fond d'ailleurs. Et ensemble, ils vont essayer de retrouver un de leurs compagnons à travers un des nombreux villages qu'ils vont traverser. Là, ça va être un village d'un style asiatique. Sauf que ce village est sous la domination de golems, des entités en pierre qui ont asservi tout le peuple en esclavage. Et ils vont essayer de le retrouver et de libérer tous les habitants au passage. Et en même temps, ça va les emmener vers une quête un petit peu plus loin, vers carrément la défense d'un territoire contre les golems. Ok, donc on imagine bien qu'il y a tous ces golems qui sont arrivés, donc du coup sur la planète et qui ont un peu dominé le monde entier, j'ai l'impression, ce que tu me dis. C'est ça en fait, c'est 10 ans auparavant de l'histoire de Nodoka, donc des golems ont débarqué sur la planète pour tout ravager, pour tout massacrer, et du coup leur principal intérêt en fait c'est d'essayer de repousser justement les forces de golems autant qu'ils peuvent, même malgré le fait qu'ils soient que peu nombreux. Et donc en découvrant l'histoire, ce qu'on se pose comme question, enfin je veux pas trop spoiler non plus et laisser les gens découvrir par eux-mêmes, mais c'est comment justement ça se fait que ce duo soit ensemble finalement, qu'il y ait cette petite fille qui traîne avec un chevalier en armure qui combat des géants. Alors, elle, donc, elle est habituée depuis toute jeune en fait à voyager et elle s'est retrouvée avec un garde du corps comme chevalier suite à une petite mésaventure qu'il aurait eue avec le père de Nodoka. Et du coup, bah malheureusement, jusqu'à nouvel ordre, en fait, il est obligé de se coltiner en fait ce boulot de garde du corps, qui en même temps l'arrange un petit peu parce que du coup il peut affronter toutes sortes de golems, de géants, de créatures bizarres. Lui qui adore ça. C'est ça. C'est un manga qui est super axé, forcément action et humour aussi. Est-ce que toi, c'est des mangas que tu lis, les mangas de ce genre-là? C'est principalement le genre de manga que je lis. Moi, je suis un grand fan donc, de tout ce qui est One Piece, qui est vraiment basé action, humour à gogo. Un petit peu moins... Enfin, si, il y a quand même de l'action. J'avais un petit peu débuté aussi avec les Lovina, où c'est de l'humour mais complètement barré, avec un mec qui se fait frapper par tout un tas de filles. D'ailleurs, c'est le même auteur que donc Negima. Donc l'auteur, c'est un style de dessin que j'adore et du coup qui se retrouve un petit peu dans mon trait, parce que je m'étais pas mal inspiré de ces personnages-là à une époque. Et après, non, tout ce qui va être un petit peu Naruto. Après, je vais avoir tout ce qui va être Dreamland, Radiant, les personnages comme Gon,
un manga complètement barré sur un petit dinosaure qui passe tout son temps à manger et à vivre des aventures. Et justement, tu parles de Dreamland et Radiant. Mm. C'est deux mangas français, toi, les mangas français, t'es un lecteur de mangas français aussi? Oui, et j'ai une petite collection de petits auteurs français, donc qui, comme moi ou comme le Keep on Dream en règle générale, donc des petits collectifs ou des auteurs indépendants. Donc j'adorais à une époque avant le Covid sillonner la Japan Expo et d'autres conventions à faire que acheter des mangas auto-édités. Ok. Donc c'est ne serait-ce que pour découvrir des nouvelles histoires, pour voir un peu ce qui peut se faire, des fois des choses de très originales aussi, qu'on n'a pas l'habitude forcément de retrouver dans les, on va dire dans les classiques des maisons d'édition. Donc ouais, il y a pas mal de petites choses comme ça. Ok. Alors on divague peut-être un peu et dès le début du podcast, Désolé. mais non, mais j'ai l'impression justement qu'il y a une diversité maintenant qui commence à arriver un petit peu dans le manga français, où justement on n'est plus là je parle du manga français en édition professionnelle. Hum. Il y a plus ce côté où c'est que un jeune héros pardon qui fait sur une aventure sur du shonen, etc. On est vraiment sur des genres et sur des histoires qui peuvent aller sur d'autres horizons, quoi. Et c'est vrai que malheureusement j'ai pas eu le temps de me mettre à jour depuis un certain temps en fait sur tout ce qui est manga, même mes séries en cours à l'heure actuelle, j'ai une pile monstrueuse de séries, de bouquins que je dois lire, mais malheureusement que je n'ai pas encore le temps. J'espère pouvoir m'y remettre un petit peu après la campagne, pouvoir un peu rattraper mon retard. Et pour revenir à Nodoka, d'où était venue cette histoire? Alors Nodoka, alors à la base de Nodoka, donc c'est un univers que j'avais commencé à créer, je crois en 2005, je crois, 2005-2006, quand j'étais fin collège début lycée, où j'avais déjà les prémices des premiers personnages de l'univers de Nodoka, donc des premiers personnages qui appartiennent en fait à la planète où se déroule l'histoire, parce que c'est pas sur Terre, c'est sur une planète fictive. Et du coup, petit à petit, en fait, j'avais développé un petit peu des personnages, un petit peu de l'univers, que je commençais petit à petit à remplir dans des classeurs, donc toutes mes petites idées, donc en 2013. En fin de mes années donc d'études, j'avais déjà commencé à dessiner la plupart des personnages, pas forcément secondaires, mais en tout cas vraiment des personnages de l'univers proche de Nodoka. Et c'est en 2004, j'ai vraiment commencé à construire une histoire en 50 pages pour essayer de me faire une histoire qui puisse tenir la route sur 50 pages. C'était mon défi personnel. Ok. Et donc du coup, j'avais créé Nodoka qui était déjà... Alors, c'était un personnage qui existait dans mon univers, mais qui n'avait pas encore de forme, on va dire. Comment j'avais déjà créé toute la petite famille, en tout cas sur le papier, juste les noms, ce genre de choses. Et du coup, je voulais faire l'aventure un petit peu à part donc, de cette jeune fille. Et après tout ce qui est design, je les ai créés en fait un petit peu sur le moment, un petit peu avant en fait de commencer vraiment à faire le storyboard de l'histoire. D'accord. Donc en fait, t'avais tout. Alors justement, c'est ça qui est important aussi chez toi et bon, on en reparlera plus tard. Mais c'est que justement, alors toutes tes histoires vont un peu se passer sur justement sur le même monde, sur la même planète, et qu'en plus dans Nodoka, tu as des personnages de la même famille qu'on va peut-être retrouver sur d'autres histoires. Et d'ailleurs, on a un personnage qui apparaît dans le tome 1 de Nodoka, qui est en fait le héros d'un one-shot que tu as déjà fait. C'est ça. C'est donc le personnage, c'est le héros de Sandstorm Tower, donc un one shot de, alors si je dis pas de bêtises, c'est 56 pages que j'avais fait, donc une histoire sans dialogue. Et du coup, ce personnage-là, on va le retrouver en fait à croiser un groupe dans l'univers de Nodoka qui va après se rejoindre en fait plus ou moins au groupe de Nodoka, on va dire entre guillemets.
Et c'est une histoire alors pareil, on en reparlera un peu plus tard des conventions, mais c'est une histoire ça que tu vends déjà en convention, ce one shot là? C'est ça, donc je le vends. Donc en fait, j'avais fait déjà une première campagne Ulule pour pouvoir le publier en version papier, et donc ça avait fonctionné. Et Oui, il y avait j'avais, Nodoka aussi, non? Il y avait alors il y avait les deux en même Nodoka, temps? voilà, il y avait les deux mangas, donc il y avait donc Nodoka et Sandstorm Tower, mais sous un format un petit peu différent. C'était du format donc A5, et chacun faisait 80 pages. Ok, Et du coup, c'était des petits formats, on va dire un petit peu fanzine qu'on trouve genre à Japan Expo. ouais, bien sûr. Voilà, bah, je m'étais inspiré de ça, et puis c'est vrai qu'en échangeant avec des auteurs, on s'était échangé quelques petits tuyaux par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai que j'étais reparti d'instinct vers ce format-là. Ça allait très bien pour une histoire de 50 pages, sauf que comme après j'ai décidé de continuer l'histoire de Nodoka, le C'est format plus s'y pareil. prêtait plus. Voilà. C'est c'est plus pareil. Et pour ceux qui écouteraient le podcast et qui auraient déjà ou qui ont déjà l'exemplaire, donc avec soit le one shot Sunstorm Tower, bah là vous avez de la chance parce que vous avez une aventure inédite, mais si vous avez déjà le format papier de Nodoka qui est en fait juste un peu le chapitre 1 augmenté sur 80 planches, vous inquiétez pas, là avec la campagne, ce n'est pas du tout la même chose. Là on part sur le tome 1 en entier. Je crois qu'en plus, c'est un gros tome 1 qui doit faire 200 ou un peu plus de 200 pages. Oui, je crois qu'on avait calculé, ça faisait environ 216 pages, il me semble. Ouais, donc voilà, normalement, vous allez être, pour ceux qui aiment les mangas, vous allez être servis. Il y a beaucoup, beaucoup de planches, de chapitres. Toi, c'est quoi tes inspirations pour cette histoire? Tout à l'heure, tu nous parlais de One Piece. C'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui se rapproche d'une série télévisée qui a été adaptée en film récemment. Oui, il y a l'univers de Camelot, parce que je suis un gros fan de Camelot. Et du coup, j'ai fait une petite référence dans le premier chapitre, avec le tavernier au début, à une petite scène d'un des épisodes de Camelot. Pareil, un petit peu mélangé aussi avec du Astérix. Parce que pour ceux qui reconnaissent un petit peu la tronche du sanglier dans la taverne, ça ressemble un petit peu au dessin dans Astérix. C'est vrai qu'il y a un petit côté Obélix dans Quai, à toujours vouloir taper les autres, et Toujours avoir faim aussi, voilà aussi. peut-être. Même si lui, il a pas pris de potion magique, mais on sent qu'à la bagarre, il est là quand même. C'est ça, c'est un chevalier, on va dire, un petit peu brutal quand même, brut de décoffrage. Un petit peu. Un petit peu. Et où est-ce que tu comptes aller avec cette histoire? Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, d'abord tu t'étais fixé l'objectif de faire un one-shot de 50 pages. Maintenant, c'est quoi tes objectifs actuels? Est-ce que tu t'en fixes toujours? Alors bah, je m'en fixe toujours. Donc j'étais parti donc, déjà des 50 pages à essayer de faire une histoire. Après, il y a un chapitre intermédiaire où je voulais essayer de faire un autre groupe de personnages, voir un petit peu pour voir un petit peu les interactions que je pouvais faire, parce que il est composé assez différemment. Et on va dire la dernière grande partie, donc du coup qui sera étalée sur 2 tomes, une guerre avec une armée entière de golems. Donc là, c'est le moment où on pleure un petit peu, j'ai envie de dire. Donc non, c'est vraiment des défis que à chaque fois je me mets. Et en même temps, j'aimerais avoir enfin une belle façon de faire une petite fin quand même. Ah, c'est au deuxième tome de Nodoka. Ouais, parce qu'il faut le dire justement, Nodoka c'est une série qui est prévue en 2 tomes pour l'instant. Alors ça veut pas dire que l'univers ou que ce qui va se passer avec les autres personnages, la famille de Nodoka, etc., ça va s'arrêter. Ça on pourra le retrouver dans une autre série ou dans d'autres histoires. Mais en tout cas, l'histoire de Nodoka en elle-même, elle est prévue en 2 tomes, c'est ça, hein? C'est bien ça, parce que du coup, au niveau des univers, en fait, j'en ai beaucoup d'autres en tête. Enfin, des univers, des histoires dans cet univers. Et et du coup, j'ai prévu aussi alors dans l'idéal, hein, parce que malheureusement, ça met du temps avant de faire une histoire, mais
j'aimerais bien qu'à un moment donné, des personnages qu'on ait pu voir en fait qui reviennent. Et tout dépendra aussi de la chronologie où je vais sortir les prochaines histoires. Bien sûr. Au moins, les gens sont sûrs qu'en 2 tomes, ils ont une histoire finie et qu'après, C'est ils ça, pourront peut-être retrouver les personnages ensuite, quoi. c'est bien ça. Alors maintenant, on va parler de la campagne en elle-même. Alors tout d'abord, pour expliquer un peu à celles et ceux qui voudraient lancer une campagne pour leur projet perso, pour leur manga, je sais qu'il y en a qui nous écoutent dans ce cas parce qu'on a eu quelques messages. Comment toi ça s'est passé pour la campagne de Nodoka? Là, on est juste au moment où on enregistre le podcast, on est à une semaine du lancement, on est enfin même pas une semaine puisqu'on est dimanche et ça commence vendredi prochain. Comment ouais, tout ça c'est un petit peu organisé? Combien de temps ça a pris pour que les gens sachent un petit peu? Alors, pour vraiment la campagne, ça fait déjà un petit peu qu'on en parlait, et un petit peu, je dirais même bien un an, au Ouais. moins. Et du coup, alors tout ce qui va être organisation, donc des planches. Alors moi, j'avais déjà beaucoup d'avance sur mes planches par rapport ne serait-ce qu'à la diffusion dans le Keep on Dream. Donc du coup, en fait, toutes mes planches étaient largement finies pour cette campagne Ulule, même si j'ai toujours encore des dessins à faire, malheureusement pour le manga, pour l'intérieur des pages. Sinon après, j'ai vraiment démarré à la campagne en fait en octobre, novembre, je crois. C'est à peu près par là où j'ai vraiment commencé donc à préparer les fichiers, à prévoir aussi tout ce qui va être contrepartie, le design aussi, voir ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Malheureusement, il y a eu des pistes qui se sont arrêtées, juste soit des idées, soit des personnes qui n'ont pas répondu à des choses qu'on aurait aimé faire. Ah oui, oui, pour les contreparties, ouais. Oui, voilà, pour les contreparties. Donc là, il me reste toujours quelques petites choses à finir. Donc ça va être fini d'ici demain ou après-demain. Et du coup, en même temps, on a travaillé. Donc moi, je travaillais tout ce qui était aspect illustration. Et j'ai ma compagne qui est couturière, qui est fil de Sakura. Et on a décidé de faire quelques petites choses liées à de la couture, en fait, pour Nodoka, pour Alors les contreparties. justement, on va en parler. Tu me fais ma transition, donc Ah donc bah c'est nickel. génial. On allait parler des contreparties, mais donc on va parler de Fil de Sakura, donc qui est comme tu disais, ta compagne, mais qui est une créatrice et qui fait beaucoup de couture. Et donc elle va s'occuper de confectionner quelques contreparties. Je te laisse le plaisir de les annoncer. Alors en contrepartie, il y aura si je dis pas de bêtises, c'est pour les contreparties on va dire moins élevées que l'autre. Donc elle va s'occuper de deux choses. Donc la première contrepartie, ça va être une pochette à livres Nodoka. Donc une pochette à livres, ça va servir pour pouvoir ranger que ce soit des mangas ou même des romans par exemple, pour les protéger durant les transports en fait. Si vous voulez mettre un livre dans votre sac et ne pas l'abîmer, ne pas le corner, c'est très pratique quand même pour vraiment ne pas l'abîmer quand on tient à un objet. Ma compagne en a toujours un sur elle et enfin une sur elle, ne serait-ce que quand on attend dans une salle d'attente ou autre. Et je veux pas dire, alors on va dire que je suis pistonné, mais j'en ai une moi-même. Oui, Et, c'est vrai. et je peux te dire que c'est très efficace. Je prends beaucoup le train, par exemple, et effectivement, bah, dans le train, on a toujours peur de corner les livres ou quoi. Et en plus, les pochettes sont assez grandes, donc on peut mettre, alors un grand livre. Vous savez, les grands livres, par exemple, les grands livres de fantasy tiennent dedans sans aucun problème. Et les mangas, bah, vous pouvez partir. Vous avez un voyage, vous partez, vous mettez deux, trois mangas dedans, il y a aucun problème. Voilà, c'est pas parce que du coup on a fait une pochette à livres, on est resté sur les formats qu'elle avait l'habitude de faire, donc les formats vraiment pour mettre les grands romans, les gros romans. Donc ce qui fait que vous pouvez mettre plusieurs mangas dedans. Et du coup on a gardé le même format pour pouvoir faire la pochette à livres pour Nodoka. Ouais, par exemple, on peut mettre, je dis une bêtise, on peut mettre par exemple trois mangas, les trois mangas de Keep on Dream, qui vont sortir. D'ailleurs, je crois qu'il y a une contrepartie à propos de ça. Vous pouvez avoir Nodoka, Pain et Golden Voice en même temps. Non, mais du coup, elle fait les pochettes à livres. Et il y a une autre chose qui est plutôt, déjà que la pochette à livres, c'est plutôt très cool. Là, c'est plutôt impressionnant. Oui, alors
on avait dans l'idée de partir à la base sur un golem, sauf que les golems sont très compliqués à faire dans mon univers. Et il y a un personnage qui est complètement, on va dire, entre adorable, spécial, je dirais, qui est, alors je sais pas pour ceux qui suivent l'histoire, donc qui est Blob Blob, qui est une petite créature, une sorte de gélatine. Et c'est un petit personnage tout mignon, tout bizarre. Et du coup, Fil de Sakura le fait en peluche décorative. Donc une peluche toute douce, toute mignonne, toute... Qui est de bonne taille. Déjà, on a vu les photos là du euh, premier test. oui, je sais plus combien elle fait. Elle doit faire 20... 20-25 centimètres, un truc comme ça. Alors, comme on disait, alors c'est ce que tu disais quand tu disais qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas forcément répondu, etc. C'était qu'au départ, on s'était dit qu'on allait partir sur une figurine pour une des grosses contreparties de la campagne. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais c'est là que nous est venue l'idée justement avec Fil de Sakura, de justement si on fait la pochette à livre, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose en plus et donc arriver sur cette peluche qui va être très sympa. Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau des contreparties? Alors au niveau des contreparties, on aura donc là plus côté illustration, donc il y aura un marque-page. Il y aura des stickers aussi de différents personnages. Donc là, il y en a eu certains de créés pour le moment, et il m'en reste juste d'autres à finir. Et donc il y aura un charme. Donc là, pareil, il y a un des deux visuels qui est fait, parce que du coup, il sera normalement recto verso. On va voir normalement avec le site, mais normalement, ça devrait être faisable. Et si je dis pas de bêtises, donc le manga, bien sûr. On est Je venu pour crois, ça. voilà. Et si je dis pas de bêtises, j'ai dû faire le tour. Après, il reste la très grosse Ah contrepartie. oui, c'est vrai. Alors pour ceux qui souhaiteraient, il y aura des planches de Nodoka que vous pourrez avoir dans des contreparties, car je suis quelqu'un qui dessine tout sur papier, donc je suis resté en tradi. Donc vous aurez des planches à gagner. Donc alors, il faudra qu'on voit au fur et à mesure, en fonction des personnes qui ont participé, voir quelles planches peut les intéresser. Mais voilà, du coup. Et là, pour le coup, c'est vraiment de l'original. C'est pas une reproduction, ce sera pas une photocopie, j'allais dire, mais c'est vraiment la planche que tu as fait toi, quoi. C'est ça, donc c'est vraiment parce que du coup, pour ceux qui veulent savoir un petit peu comment je travaille, donc je travaille tout en tradi, et c'est que à la fin où en fait je scanne ma planche et après que je l'importe pour pouvoir la fignoler, on va dire, en numérique, en mettant les textes, en mettant d'éventuelles trames. Mais ça veut dire que tout ce qui est ancrage, les noirs, les hachures, etc., tu fais tout à la main, quoi. C'est ça, je mange pas mal de stylos, enfin pas de stylos mais des feutres, mais ouais, tout est fait à la main. Enfin j'essaye en tout cas le plus possible, c'est très rare où j'ai des choses qui ne sont pas faites à la main. Du coup, pour la campagne, on a donc, elle sera sur un mois, donc du 3 mars au 3 avril. On a un mois pour atteindre les 100% et donc pour imprimer le manga. Et qu'est-ce qui se passe si les gens dépassent le palier des 100%? Qu'est-ce qu'on a en plus après? Voilà, je me souviens plus dans l'ordre ce que c'était. Alors, il y aura une couverture réversible. Pour ceux que ça peut intéresser des fois d'avoir une couverture collector. Donc là, ça sera une couverture recto verso avec un côté en fait la couverture standard et de l'autre côté une couverture un petit peu spéciale, on va dire. Ouais, on parle de la jaquette là. Oui, la jaquette, pardon. J'ai pas forcément les termes techniques par rapport à ça, désolé. Non, non, mais c'est pour pas que les gens croient qu'ils Oui. doivent déplier leur couverture. Faut On arracher sait les jamais. pages du livre et vous en aurez un nouveau. C'est ça. Si vous en commandez deux, vous avez, vous avez une couverture réversible. C'est ça. Sinon, il y aura aussi un autre palier, il y aura donc des pages couleurs, si je dis pas de bêtises.
Arrête-moi si je me trompe. Non, 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 pas du Oui, c'est tout. bien ça ce qu'on avait. Parce qu'au bout d'un moment, à force de faire pas mal de trucs, on se perd un petit peu aussi Ouais. Et dans à nos force de passer suggestions, la dans nos idées. journée sur les trucs, on passe des journées dessus, donc ouais. C'est ça. Et on aura donc aussi un autre palier où on aura un vernis sélectif ou un vernis 3D, je sais plus trop ce que tu m'avais dit, sélectif je crois. Ça dépend, on verra après avec l'imprimeur, mais donc ce sera soit un vernis sélectif comme on a l'habitude d'en voir, soit après on peut mettre un effet sur le vernis sélectif, donc pour avoir des effets 3D, des choses comme ça. Pour la couverture, pour la jaquette. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout bon, tu connais tes paliers par cœur. Si tu m'avais dit il y aura une fusée, un lancement de fusée après, là j'aurais eu un peu peur niveau Mm. budget. Oui, bien Mais sûr. Qui veut la construire d'ailleurs? On cherche un volontaire. si vous êtes ingénieur dans le chat, n'hésitez pas. Il y aura aussi pour ceux qui le savent pas, il y aura un trailer, hein, bien sûr, comme d'habitude. On essaye de changer à chaque fois un petit peu de campagne en campagne, d'amener des choses différentes, de tester des choses. Comme par exemple, je pense à celle qui arrivera derrière aussi, Make Amendy, ce sera un autre type de trailer. En tout cas, il y a un trailer fait maison par Neil, toujours. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois de la campagne dont on n'aurait pas dit? Bonne question. Alors, faut savoir, si je peux préciser, j'ai oublié de dire ça, mais pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait sur les autres campagnes et que je vois pas, que je vois pas habituellement sur les campagnes de financement de projets comme ça, que ce soit du manga, de la BD, des romans, etc. Mais là, il y a bien 90% des contreparties qui sont faits main, en fait. Oui, c'est ça. C'est donc à part le manga et à part du coup le charme, si je dis pas de bêtises. Et encore, il y a peut-être une partie du charme qui sera peut-être fait main. Ça, il faudra qu'on voit les détails. Mais sinon, que ce soit les stickers, pochette à livre, la peluche décorative, le marque-page, ça sera tout fait made in maison Goto. Made in Goto. Voilà. Donc tout fait entre Memimine et puis celle de Fil de Sakura. Donc on essaye de tout faire nous-mêmes, parce que du coup pour ceux qui pourraient me connaître un petit peu déjà, en fait je fais depuis presque 4 ans maintenant des festivals à droite à gauche. Et maintenant je commence à essayer de créer le plus de choses aussi en impression directement chez moi, pour pouvoir créer moi-même mes quantités que je veux d'impression pour X ou Y projet. Donc on essaie de se développer petit à petit en autosuffisance par rapport à ça. Ça permet aussi de pas acheter des stocks énormes de papier ou de produits que tu devras jeter ou je sais pas quoi. Et puis après, c'est aussi, enfin, j'ai l'impression, quand tu m'en parlais, c'est aussi quelque chose qui permet d'être en circuit court, quoi. C'est toi qui peux gérer directement tout ce que tu fais et ensuite tu l'emmènes à tes festivals, tes conventions et tu le proposes aux gens, quoi. C'est ça. Du coup, déjà on n'est pas obligé d'avoir un gros stock parce que malheureusement il y a des choses qui ne se vendent pas, donc du coup on les garde chez nous et ça s'accumule au fur et à mesure. Ça permet aussi de faire des choses un petit peu plus, on va dire, comment, pas uniques, mais pas loin quand même, parce que du coup, il y a certaines choses qu'on a essayé aussi qu'on peut faire en 2, 3 exemplaires si on le souhaite. Il peut y avoir aussi des fois Alors pour le moment, on nous a pas demandé de choses bien spécifiques, mais en soi, il y aura possibilité de faire des choses des fois juste pour potentiellement une pièce ou et du coup ça permet vraiment de faire au compte-gouttes, de faire soi-même, de gérer son stock, son papier, son encre et pas être un peu aux aléas de l'imprimeur si des fois on imprime chez lui c'est un peu trop rouge, un peu trop jaune, un peu trop bleu. Et d'ailleurs, il me semble que sur la campagne, c'est par exemple pour les pochettes à livres et les peluches décoratives, ce sera fait à l'unité, à la demande en fait. C'est ça, c'est fait au compte-gouttes en fonction des personnes qui vont commander, qui vont en fonction des contreparties qui vont être prises.
Et ce qui est génial pour les contributeurs, c'est que comme tout est à peu près prêt, comme tu disais, tu as beaucoup d'avance sur les planches, et cetera. Donc le manga, il reste là, à l'heure où on enregistre l'épisode, il reste quelques petits détails, mais tout ce qui est maquette, et cetera, ça va aller très vite. Et après, tout ce qui est contrepartie, pareil, puisque toi, en fait, tu vas pouvoir les faire pendant le temps de la campagne. C'est ça. Et donc, on va envoyer l'impression, etc. Les gens, on va beaucoup réduire le délai au niveau de la réception des contreparties pour les gens. C'est ça, parce que du coup, en fait, dès qu'on va atteindre les 100%, déjà, on va pouvoir commencer à produire, en fait, ce que les personnes ont déjà commencé à prendre. Donc, en fait, on va déjà avoir commencé à produire en fonction de quand est-ce qu'on arrive au 100%. Si au bout de 2 semaines, on a déjà atteint les 100%, bah, on va pouvoir tout de suite commencer à produire ce que les gens ont pu prendre en contrepartie. Ouais. Ok, bah, je pense qu'on est pas mal pour tout ce qui est présentation de la campagne. Est-ce que toi, t'as d'autres choses qui te viennent en tête là à propos de la campagne Ulule en elle-même? Soyez nombreux à participer. N'hésitez pas à vous inscrire pour Ah oui, la recevoir. préinscription, ça, il faut qu'on en Voilà. parle. Si il y a quelque chose qui est lié à la préinscription justement sur Ulule où là vous avez juste à cliquer. Bon, il sera peut-être un tout petit peu trop tard au moment où vous écoutez le podcast, mais pour ceux qui écoutent en live sur Twitch, si vous vous préinscrivez, et ça peut aussi rentrer si jamais j'arrive à sortir le podcast assez tôt, il y a quelque chose qui est prévu, je crois, pour les premiers contributeurs. Oui, il y aura un print pour les 30 premiers contributeurs. Donc, les 30 premiers qui prendront une contrepartie. Quel que soit le montant de la contrepartie ou quoi. C'est bien ça. Donc, quel que soit le montant de la contrepartie, vous recevrez un print en plus de ce que vous aviez pris. Eh ben, génial. Alors maintenant, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours. Tout d'abord, elle est venue d'où cette passion de raconter des histoires? Oula! Alors, faut remonter en l'an de grâce. Nous sommes en quelles années? En quel siècle? Alors, de base, en fait, depuis toujours, en fait, j'ai toujours adoré dessiner. Et au début, assez tôt, je dirais à l'école primaire, en fait, je voulais être dessinateur de bande dessinée. Ah oui, donc c'est quelque chose vraiment depuis tout Oui, petit, quoi. c'est ça, parce que j'adorais tout ce qui était Astérix, Lucky Luke, les Schtroumpfs, et ainsi de suite. Et les Tintins, par exemple. Alors, j'ai découvert en fait le manga, vraiment le manga papier, plutôt tard, je dirais, parce que c'était donc en 2004 au collège. Donc j'étais en troisième quand même, quatrième, quatrième. Et en fait, j'ai découvert vraiment le manga papier avec Nodoka. Nodoka, n'importe quoi. Voilà, Negima, pardon. C'est pas ça, ça se ressemble. Negima. Donc, qui est l'histoire d'un jeune sorcier qui est prof dans une école de filles en gros. Et j'avais adoré le concept de comment les actions se faisaient. Parce que les BD en fait on a plus un point de vue on va dire narratif en règle générale. Et les mangas c'est vraiment le point de vue du personnage, ses pensées, ce genre de choses. Et j'avais adoré le concept, comment tout était construit dans les mangas, en fait, pas forcément le fait que ça se lise en sens japonais ou qu'il y ait de l'action de partout. C'est vraiment la façon dont c'était construit. Où déjà c'est plus découpé. Il y a plus de pages, en fait, c'est beaucoup plus découpé. On a toutes les actions vraiment découpées, contrairement à une bande dessinée où ça va être pour expliquer une même scène en bande dessinée qui va faire 3 pages, en fait, en manga, on peut en utiliser 10 ou 20, Hmm. par exemple. Alors quand tu parles de bande dessinée, tu parles de bande dessinée franco-belge. C'est ça. Je parle pas de comics ou ce genre de choses ou les romans graphiques, parce que ceux-là, je les ai découverts beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et du coup, ma passion, on va dire, de la bande dessinée s'est décalée vers le manga. Et donc déjà, j'ai commencé vraiment à essayer de créer un univers. Alors, au début, avec que quelques personnages qui sont, on va dire, entre guillemets, les bases de l'univers dont fait partie Nodoka.
et je voulais créer du manga, mais je savais pas trop où aller à la base. Tout de suite, quand t'as commencé à dessiner, tout ça, c'était déjà du manga? Non, c'était vraiment la bande dessinée plutôt. C'était tout ce qui est Kid Paddle, ce Ok. genre de choses. Et après, dès que t'as découvert le manga, ton style, enfin, tu t'es mis à dessiner du manga, quoi. Voilà. Alors, faut savoir qu'au début, du coup, collège et avant, en fait, je faisais presque que à recopier en fait les dessins des bandes dessinées ou des illustrations qu'il pouvait y avoir dans des jeux vidéo aussi. Ok. Et donc du coup, en découvrant le manga, j'avais un autre objectif du coup, c'était essayer de créer un petit peu mon univers. Alors au début, j'ai commencé à essayer de redessiner, on va dire, des dessins originaux, on va dire. Mais sauf que entre recopier et dessiner par soi-même, en fait, l'écart est quand même assez vertigineux. Ce qui fait que on sait dessiner, mais on dessine des personnages qui ne ressemblent à rien. Et en fait, le but que je m'étais fixé, c'était essayer de dessiner, 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 pour essayer d'arriver à faire des personnages, on va dire, un minimum potable. Ne pas avoir en fait des personnages qui sont un petit peu disproportionnés, qui sont tout raides, qui sont un peu figés. Et en fait, c'est tout un tas de choses à réapprendre, qui est un peu compliqué. Et est-ce que ça t'a quand même aidé le fait de recopier? Beaucoup, parce qu'en fait, j'étais arrivé à un stade où j'arrivais à faire comme une photocopie. Donc, j'arrivais à redessiner presque parfaitement en fait un dessin. Et en fait, ça m'avait même, comment on va dire, desservi. Parce que j'arrivais tellement à recopier un dessin que en fait les personnes se disaient qu'en fait c'était quelque chose d'imprimé. Et du coup, l'ego en avait pris un petit peu un coup, parce que quand on te dit bah non, c'est pas toi qui l'as dessiné, tu l'as imprimé, c'est un peu compliqué. Donc, et vu que en fait techniquement je recopiais, on va dire de A à Z des dessins déjà existants, en fait je voulais essayer de créer moi-même mes dessins pour essayer de faire quelque chose dans un univers que je voulais inventer, et en même temps pour prouver un petit peu qu'en fait c'était pas des photocopies ou ce genre de choses. Et du coup en fait j'ai des histoires qui ont commencé un petit peu à se mettre en place, hein, d'univers, des agencements on va dire de planètes, d'histoires, et j'étais parti dans des études vraiment donc j'avais fait une terminale STL, parce qu'il fallait un bac pour pouvoir accéder en fait à une école d'art graphique où je voulais participer. Je voulais apprendre dedans. Alors, qu'est-ce qu'un bac STL pour ceux qui connaissent pas? Alors, je sais même pas si ça existe encore. C'est sciences et technologies de laboratoire. D'accord, ok, donc plutôt scientifique. Voilà, ou plutôt voie de garage un petit peu. Ça marche aussi. Et donc, avec ce bac-là qui te permet d'aller en école graphique? C'est ça, donc c'était une école d'art graphique à Tours. Et là, en fait, dans cette école, donc on apprenait vraiment tout ce qui était dessin, mais que ça soit dessin pur, donc croquis, faire du réalisme, donc essayer de reproduire comme si c'était une photo, mais en couleur, avec des techniques, avec de la peinture, avec tout un tas de choses. On avait aussi des cours de perspective. On avait aussi du graphisme, donc savoir faire une maquette. Ce qu'on appelle une maquette, ça va être, par exemple, la maquette d'une affiche, ça va être créer une affiche, donc le visuel, la typographie, tout ce qui va faire en fait l'objet final. Il y avait aussi tout ce qui va être magazine, donc c'était vraiment très large, les logos. Et donc tout ça en fait m'a servi en même temps parce que malheureusement j'en ai pas fait mon métier après directement. Tout ça m'a servi en fait pour créer donc en manga par la suite en Nodoka en fait tout un tas de petites astuces, de petites choses que j'ai appris. Par exemple, c'est en faisant un cours de dessin en fait on devait tester une technique et tous les effets de hachure pour faire les ombres en fait
Je les ai apprises dans un de ses cours et j'ai tellement adoré ça que du coup, j'arrête pas d'en faire. D'accord. Et j'avais fait un petit peu de storyboard, mais storyboard pas bande dessinée, plus côté, on va dire, pub télévisée. Ok. Et ça t'a permis d'avoir des notions de découpage? C'est ça. Donc du coup, ça m'a permis de faire plus facilement des cadrages un peu différents que ce que je pouvais faire avant quand j'essayais de faire deux, trois pages de BD, mais ça s'arrêtait là, quoi. Ok. Et là, pendant que t'es dans cette école-là, tu continues quand même de ton côté à faire des petits dessins pour toi, pour ces univers-là? Alors, pas beaucoup, parce qu'en fait, ça me prenait tout mon temps, voire des nuits blanches. Et en fait, c'est vraiment donc dans mon stage de vraiment à toute fin de la dernière année, où là, j'avais juste un travail en tant que stagiaire en journée, et en fait, ça me permettait de finir assez tôt l'après-midi, et je passais tout mon été l'après-midi à mettre dans un parc et à dessiner des trucs sur mon univers. Donc c'est vraiment de là où j'ai commencé à développer l'univers que je voulais faire. Donc beaucoup de croquis, de recherche graphique, de véhicules, d'animaux, de personnages, et ainsi de suite. Et à la même période, j'avais un ami qui publiait sur un site qui normalement a fermé, donc de publication en ligne, et qui m'avait dit que ça serait pas mal que, vu que je crée un univers, d'essayer de mettre dessus aussi, que ça pouvait être un petit objectif sympa. Et du coup, je me suis lancé en fait à la création de Nodoka. Donc, je voulais quelque chose qui soit assez fixe niveau histoire, que ça ne puisse pas trop bouger. Donc, j'étais parti vraiment sur 50 pages. Je m'étais dit que c'était pas mal niveau histoire. Ça permet de le développer sans avoir à pousser quelque chose sur des années et des années. Et je m'étais fixé en but de faire une planche par semaine parce que ça me permettait en fait d'avoir un rythme régulier, de savoir quand est-ce que je commençais ma série, quand est-ce que j'allais la finir à peu près. Et j'étais parti du principe que si je le disais pas aux gens sur Facebook, donc à l'époque c'était juste Facebook, en fait je pouvais m'arrêter à tout moment et m'arrêter de dessiner. Alors c'est pour ça que j'avais annoncé dès le début, avant je crois même d'avoir publié la première page, j'avais annoncé qu'en fait toutes les semaines il y aurait une page, je crois que à l'époque c'était le jeudi à genre 17h. Tous les jeudis à 17h il devait y avoir une page qui sortait. C'était pour te forcer à avoir un rythme? C'est ça, c'était pour me forcer à avoir un rythme parce que en plus j'ai fait ça en 2015. C'est une période où j'oscillais que avec des petits contrats, donc d'intérim, De de travail, d'accord. remplacement, ouais voilà. Du coup, ça me laissait quand même pas mal de temps libre. Et ce qui est pas mal, c'est d'avoir pas mal de temps libre, mine de rien, pour pouvoir faire ces planches, parce qu'au début, en fait, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur une page à dessiner. Maintenant, j'ai réduit énormément ce temps pour pouvoir faire mes planches. Mais au début, en fait, quand on maîtrise pas les personnages, quand on maîtrise pas forcément les décors, l'agencement, comment on va placer les textes et ainsi de suite, on passe beaucoup de temps. Et du coup, en fait, ça m'avait permis de passer plusieurs jours sur une planche au début, alors que à l'heure actuelle, en règle générale, je peux faire deux planches en une journée. J'allais te demander justement combien de temps tu mettais pour faire une planche ou pour faire un chapitre. Et est-ce que du coup, le fait que tu mettes beaucoup de temps pour faire une planche, c'était vraiment une question de maîtrise, comme tu le disais, ou des fois ça peut être aussi une question de perfection. On a envie, quand on est un jeune auteur ou quand on commence à publier, que ce soit parfait dès le début ou que c'est une qualité qui nous satisfasse. Est-ce que toi c'était le cas? Alors, moi, je voulais que ça soit le plus parfait possible, mais en soi, comment? Il y avait pas mal
2 choses qui n'allaient pas en fait dans les premières planches, euh, que j'avais rectifié un petit peu aussi par la suite avant de publier mon manga en papier via le Ulule. C'était le fait qu'au début, j'avais presque pas de décor. J'avais quelques décors, on va dire principaux, mais derrière les personnages, quand ils étaient en gros plan, il n'y avait pas de décor. Donc ça, j'avais rattrapé ça après. Mais maintenant, je dessine jamais une case sans mettre de décor. Et ça, avant, en fait, juste dessiner des personnages en fait auxquels on n'a pas l'habitude de dessiner, parce qu'il y a une morphologie spécifique. La coiffure de Nodoka était compliquée au début. Maintenant, je la dessine les yeux fermés, mais au début, c'était très compliqué. L'armure de Kei aussi, parce que du coup, il y a des choses très très rondes, des proportions spécifiques. Et au début, on galère un petit peu. Et en fait, au fur et à mesure qu'on dessine ces personnages-là, en fait, c'est tout de suite beaucoup plus fluide. On sait tout de suite comment on va le faire. C'est un peu une gymnastique, pas de répétition, mais pas loin quand même, parce qu'on a l'habitude de le dessiner dans telle pose, ainsi de suite. Les proportions, bah, en fait, on les a en tête. On n'a plus trop de besoin en fait du modèle de base pour pouvoir dessiner son personnage. Pareil pour les décors. Au début, j'ai refait 2, 3 fois des décors parce que ça correspondait pas, parce que ça tombait pas vraiment où je voulais. Alors que maintenant, en fait, je sais tout de suite ce que j'ai à faire, alors que je fais encore moins de croquis préparatoires en fait pour pouvoir dessiner mes cases. Et est-ce que justement ça, alors pour moi, il y a peut-être deux choses. C'est peut-être le fait que justement pendant tout ce temps-là, tu as pu faire des planches, tu as pu avancer, ce qui t'a donné l'expérience justement de savoir après comment faire les personnages, comment mieux les dessiner, comment faire les décors. Et peut-être le fait justement que en publiant une page toutes les semaines, et bah si t'as passé toute ta semaine sur une planche, t'es quand même obligé de la publier, et donc t'es quand même obligé de passer à autre chose, et ça te permet après derrière de finalement d'avoir publié tes planches, et puis après si tu veux retoucher, tu retouches, mais au moins t'es pas bloqué pendant plusieurs semaines sur une même page, voilà, puisque t'es obligé d'avoir ton rythme. C'est exactement ça. C'est en fait, on sait qu'on a un temps limité et qu'à telle heure ça doit être publié. Donc, ce qui fait que il y a des détails insignifiants que des gens ne verront jamais. Et en fait, on pourrait se bloquer dessus à essayer de faire refaire, alors qu'en soi, en fait, des fois, il n'y a pas d'utilité parce que quoi qu'il arrive, les gens ne le verront pas. Il y a juste en fait le dessinateur qui sait parce qu'il y a un micro-millimètre de trait en plus à un endroit, alors que quand on voit une planche en entière, en fait, si on le sait pas, on ne le voit pas. Et en même temps, ça oblige à comment avoir une certaine dextérité au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'au début, on a le poignet qui est un petit peu rigide pour pouvoir dessiner, et au fur et à mesure de faire, refaire, d'aller aussi un petit peu, on va dire, dans la vitesse aussi, parce que au bout d'un moment, on prend de l'aisance, on est moins crispé sur son crayon, donc ça permet déjà de gagner en rapidité, en fluidité, puis de d'être moins à regarder les tout petits micro traits qui pourraient avoir juste dépassé d'un millimètre, même pas de sa planche ou ce Et genre puis de après choses. tu peux les retoucher ensuite, quoi. C'est ça. Après, on peut tout à fait les retoucher. De toute façon, sur les logiciels maintenant, Mm. c'est très pratique. En 2 clics, c'est fait. Ça, c'est quand même un gros conseil pour les jeunes auteurs qui osent pas des fois se lancer. Alors, je pense qu'on l'a déjà dit dans ce podcast, mais dans ce que tu nous dis, ça va dans ce sens-là. C'est ne restez pas trop longtemps sur la même chose sans sortir la chose en elle-même, en fait. Sortez-la, même si avec le niveau qu'elle a, avec la qualité qu'elle a, mais forcez-vous à sortir les choses et prenez par exemple comme Goto l'a tu fait avec un rythme, avec une planche par semaine, deux planches par semaine, ou alors un chapitre tous les 2 mois, je ne sais pas. Au moins vous sortez des choses, vous publiez des choses, vous engrangez de l'expérience, vous savez après comment progresser, comment vous améliorer, et en plus, bah, si vous pouvez avoir des retours des lecteurs, c'est génial. Et puis même
si votre œuvre n'est pas parfaite, de toute façon, ce sera jamais parfait du premier coup. Vous pouvez derrière, retoucher, que ça soit quand vous faites une mise à jour, quand vous publiez, sur un autre site ou dans un fanzine ou je ne sais pas. Et puis derrière, quand ce sera publié en papier, bah, à ce moment-là, vous ferez des retouches aussi. Donc, n'hésitez pas, mais publiez d'abord, je pense. Montrez ce que vous faites. C'est ça. Et en règle générale, le premier conseil, je pense que tout dessinateur, en règle générale, je donnerait à un autre, c'est ne partez pas sur un truc pour la première fois de trop long. Faites quelque chose de plutôt court pour vous faire la main, parce que quoi qu'il arrive, ça sera jamais parfait du premier coup. Et en fait, c'est après en commençant à maîtriser un petit peu le format, les dessins, les personnages, qu'après vous pouvez partir sur quelque chose de beaucoup plus long, si vous le souhaitez. Et donc là, pour reconnecter, tu pars avec Nodoka sur 50 planches, Hum. avec une planche par semaine. Comment ça se passe? Est-ce que tu arrives au bout assez facilement? Est-ce que c'est long? Ça prend plus de temps? Est-ce que tu as juste le nombre de planches au fur et à mesure? Alors pour Nodoka, les 50 planches, en fait, j'avais fait tout le storyboard. Donc déjà, j'étais fixé sur ce que j'avais à faire. Après, c'était au niveau de l'agencement des cases qui pouvait varier un petit peu. C'est un autre conseil, ça. Faites des storyboards. Oui, c'est un très bon conseil. Que malheureusement, je suis un mauvais exemple. Je respecte de moins en moins le fait d'avoir des storyboards d'avance. Donc, parce que faut savoir que, alors, les 50 premières pages, c'était donc tout le storyboard avait été fait en avance avant de commencer vraiment la première page. Donc la partie avec les mercenaires, j'avais fait la moitié du storyboard dans un premier temps et l'autre moitié dans un second temps. Donc j'avais commencé à dessiner la première partie vraiment en dessin en tradi. Et pour la dernière grande partie avec la frontière, là c'est un petit peu on va dire le tout et le n'importe quoi. Où au début j'avais pas mal de storyboards d'avance et au fur et à mesure l'écart s'est réduit et maintenant je fais mon storyboard juste avant de commencer la planche en question. Ah, mais tu fais quand même un storyboard. Tu prends moins de recul. Tu te laisses moins de temps pour le checker, mais C'est ça, mais par contre je sais exactement en fait en combien de pages à une ou deux près en fait de où je commence mon histoire, où je vais la finir, et ce qu'il va y avoir au milieu. ok. Donc en fait avec l'expérience et le recul, c'est pas bien, hein, mais bon, Non, mais c'est bien parce que tu te dis justement avec l'expérience et le recul. c'est ça. Avec l'expérience et le recul, en fait, j'arrive à mieux dissocier mes temps d'action en fait que je vais avoir pour telle action, combien de cases, combien de pages je vais avoir. Donc en fait, je vais me faire un mini storyboard, mais juste page 1, il se passe ça, page 2, il se passe ça, page 3, il se passe ça. Et après, en fait, j'ai juste à faire mes storyboards sur le moment. Parce que je connais plus ou moins pas les dialogues à 100%, mais à 80%, je sais ce qu'ils vont dire exactement. Après, ça va être les petits pics, les petits traits d'humour qui vont pouvoir varier en fonction de la situation. Je vais me dire, ah, ça c'est mieux, ce genre de choses. Et donc là, tu fais 50 planches de ton côté, tu les termines. Hmm. Et après, qu'est-ce qui se passe du coup? Tu te refixes un objectif, tu te dis je vais continuer l'histoire. Qu'est-ce qui te pousse à faire la suite? Alors, du coup, j'avais fait Nodoka. Après, j'étais reparti donc sur Sandstorm Tower. Donc, l'histoire avec un autre personnage qui apparaît justement du coup dans le chapitre suivant de Nodoka. Et en fait, les 50 premières pages finissaient sur une fin ouverte avec des mercenaires qui espionnaient en fait le groupe de Nodoka. Et j'avais l'idée qui avait germé en fait au fur et à mesure du temps et puis de l'histoire que je faisais à côté de la suite de Nodoka. Donc les mercenaires, le pont qu'il y a après et tout ce qui s'ensuit avec les golems.
Et du coup, je m'étais dit, ça serait pas mal, en fait, du coup, de reprendre l'histoire et de la continuer pour au moins cette partie-là. Et du coup, j'ai recommencé comme ça en faisant donc le chapitre avec les mercenaires et puis après donc le chapitre avec les mercenaires, c'était vraiment la partie que je voulais faire en voyant, en se décrochant des personnages principaux, en faisant un chapitre sur des personnages vraiment secondaires pour voir un petit peu en fait des interactions qu'il pouvait y avoir dans une zone géographique de la planète et pour travailler un petit peu différemment en fait les liens entre les personnages et après pour repartir en fait vers les personnages principaux donc Nodoka, Kei, Wigrai et le grand combat on va dire qui va se dérouler dans le dernier arc. Ok. Et c'est quoi, qu'est-ce que tu veux, toi, scénaristiquement et même plus largement, qu'est-ce que tu veux raconter avec Nodoka? C'est quoi l'idée ou le thème central de l'œuvre? Alors, l'idée, en fait, c'est d'avoir une jeune fille qui se retrouve en fait au milieu de conflits dont en fait techniquement elle n'est pas de taille parce qu'elle va avoir affaire à des golems, des entités en pierre qui veulent tout massacrer. Et elle, c'est juste une simple fille entre guillemets qui se retrouve un peu au milieu de tout ça, qui se balade avec son garde du corps. Et le et le fait de en fait qu'elle puisse quand même s'opposer à toute une armée toute seule ou presque en fait pour essayer de entre guillemets protéger la veuve et l'orphelin, donc un peu le personnage faible face à toute une armée de puissantes créatures. Il y a quand même une grosse idée de justice, quoi, derrière. C'est ça, c'est le fait de et en même temps il y a donc ça c'est un petit peu en arrière-plan. Alors je sais pas si certains connaissent Sun Tzu, celui qui a écrit l'art de la guerre. Et du coup en fait je m'inspire de beaucoup de choses de l'art de la guerre en fait dans les conflits en fait qui se déroulent dans Nodoka. Donc parce que tout est basé sur la stratégie et en fait alors c'est vraiment en arrière-plan hein, mais il y a pas mal de chapitres qui ont il y a un chapitre d'ailleurs qui s'appelle l'art de la guerre et parce que plus ça va plus on voit que les puissances en action en fait ont des plans déterminés en fait sur le champ de bataille alors qu'ils ne sont même pas là, un petit peu comme aux échecs. Ouais, c'est ce qu'on voit principalement dans le tome 2. C'est ça. Même si dans le tome 1, il y a quand même quelques moments de combat, de stratégie, de tactique, ça vous le verrez pour ceux qui le prendront, mais ouais. C'est ça. Du coup, comme je suis un gros passionné de l'art de la guerre, en fait, en même temps, j'ai voulu incorporer en fait un petit peu plus en avant avec l'armée de Golem. D'accord, très bien. Et donc tu continues à publier Nodoka, et un beau jour, si je me trompe pas, ça doit être en 2020, t'es contacté justement par le Keep on Dream. Oui, une grosse surprise parce que c'est vrai que le Keep on Dream, je l'avais. Alors, je sais plus qui exactement j'avais rencontré à ce moment-là, mais j'avais rencontré en tout cas sur le stand du Keep on Dream à la Japan Expo, je sais plus en quelle année, un ou deux membres, je sais plus Ok. qui c'était. Et j'avais dessiné parce qu'ils avaient à une époque une grande feuille où en fait ils proposaient à des gens de dessiner des personnages Ah dessus. oui, oui, je me souviens de ça, ouais. Et du coup j'avais participé à ça, à dessiner un petit personnage dessus. Puis on avait échangé aussi quelques mots avec une des personnes qui était sur le stand. Et du coup, c'est vrai que toi, Keops, tu m'avais contacté quelques années après pour faire partie du Keep on Dream. Et du coup, c'était une surprise dans le sens où tu t'attendais pas du tout
à ce qu'on te contacte pour publier le manga ou Bah, je m'attendais pas du parce que en fait, alors tout au début, quand j'avais commencé à publier Nodoka, je regardais très régulièrement en fait ce qui se passait sur combien de personnes avaient regardé mes planches et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, en fait, cette envie de regarder à chaque fois combien de personnes avaient vu mes pages, qui avaient aimé, qui avaient commenté, ce genre de choses, en fait, ça m'était un petit peu passé. Je publiais juste pour moi d'accord. au bout d'un moment. Et c'est vrai que ça m'avait étonné que on me contacte pour faire partie d'un collectif parce que je suivais plus trop en fait les suivis qu'il y avait derrière Nodoka. Je m'occupais juste en fait de faire mes planches et de publier ça sur internet. Donc c'est vrai que ça m'avait pas mal étonné. Il y a il y a Trickster qui a entendu ma souris et qui a compris que je cherchais la photo de parce que je sais qu'on avait fait une photo de ces dessins-là sur cette Japan Expo. Et non, je crois que ce sera pas pour ce soir, les amis. Oh, quoique, Oh la là. photo est retrouvée. La photo est Alors, retrouvée. voyons Ah oui, voir. il y avait un commentaire de certain Goto d'ailleurs. Il y a Ah 5 ans ouais. de ça. Ah oui, non, c'est un autre personnage ouais, que j'avais fait. Ok. En effet, donc c'est un autre chevalier que j'avais dessiné sur le moment. On va reprendre le podcast. Après avoir retrouvé cette photo qui date de 2017. Hop là. Alors pour tous ceux qui écoutent le podcast, on a fait une petite pause parce qu'on a retrouvé la photo en live de l'époque, d'il y a 5 ans. Donc effectivement, t'avais dessiné sur le stand du cadet et finalement, après en 2020, t'es recontacté pour rejoindre l'équipe. Et là, comment ça se passe? Alors c'était, je pense, avant ou pendant les confinements, bien Je avant crois que peut-être. c'était en milieu d'année que t'as dû enfin, me contacter, donc ça devait être un petit peu après le début des confinements, ouais, je crois. Et du coup, à l'époque, il y avait pas de magazine, il n'y avait pas de numéro, tout ça. C'était donc chacun publiait sur les plateformes son chapitre, mais on était quand même en collectif. Comment ça s'est passé ensuite la publication jusqu'à finalement aujourd'hui la campagne, quoi. Alors la publication, donc au début, ça a un petit peu piqué parce que en fait, je passais du coup de une planche par semaine à deux planches par semaine. Donc au niveau du rythme, c'était un petit peu différent. Mais en même temps, ça m'a permis d'avoir aussi pas mal d'avance à une période qui m'a permis de compenser un petit peu de retard que je prenais après en fait lié à du travail que j'avais eu qui me prenait tout mon temps et toute mon énergie d'ailleurs. Donc du coup, ça m'avait permis de faire un petit peu tampon au niveau des planches par rapport à ça. Et en même temps, j'ai gardé ce rythme-là de faire toujours mes deux planches dans la même journée, ce qui permet de quand même de d'accélérer le rythme et en même temps de pouvoir proposer un petit peu plus de contenu au lecteur un peu plus rapidement quand même. Parce que je comprends que une planche par semaine c'est sympa, mais bon, quand on peut en avoir deux, c'est toujours mieux. Bientôt le chapitre par semaine, hein, comme les Japonais évidemment. Non, On est en train euh, de recruter une armée de golems assistants pour vous faire tout ça. c'est ça, parce que du coup, entre boulot et planche, c'est compliqué au bout d'un moment. Même si déjà je rogne un petit peu sur le dodo. Ouais, en tout cas, je respecte énormément ceux qui arrivent à faire un chapitre entier en une semaine parce que waouh, c'est dingue niveau dessin. Et toi, avec Nodoka, ce serait quoi ton objectif avec ce manga? Mon objectif principal, en fait, ça serait vraiment de pouvoir le publier en papier, donc en entier, le tome 1 et tome 2, et pouvoir essayer de trouver une belle conclusion aussi, donc en espérant que
comment ça ne déçoive pas les lecteurs parce que c'est toujours délicat de finir une histoire correctement, je trouve. Donc j'espère que je vais pas me louper. Et donc là, à l'heure actuelle, il me reste plus non plus énormément de planches à faire pour vraiment finir, clôturer l'histoire de Nodoka. Ouais, faut dire que t'es déjà, comme tu disais, t'as de l'avance, etc. T'es déjà sur le tome 2. C'est ça, je suis déjà sur le tome 2. Normalement, alors après avoir en fonction de si j'ai pas d'autres idées pour améliorer la fin, on va dire, que ça soit au niveau du nombre de pages ou petite idée des fois un petit peu surprise des fois qui nous attend en dormant ou autre. Mais il devrait me rester environ un chapitre et demi à dessiner à l'heure actuelle, sachant que j'en ai déjà qui sont finis d'avance par rapport aux publications actuelles en ligne. Donc c'est pour ça que il y a des petites choses qui se mettent un petit peu comment à non, du coup, j'ai des choses qui sont en préparation, que ce soit au niveau publication en ligne ou même après, moi, niveau à scanner et puis à faire les textes au propre. Donc, j'ai un petit peu de tout là, à l'heure actuelle sous la main pour la suite. Et j'espère qu'en tout cas, j'arriverai à faire une belle conclusion pour l'histoire de Nodoka. Sachant que si ça marche bien, l'idée c'est que, bien évidemment, si la campagne du premier tome marche bien, normalement vous ne devriez pas avoir énormément de temps à attendre avant le tome 2, puisque comme vous l'entendez, Goto est déjà presque à la fin. C'est ça. Donc bien sûr, on va prendre le temps, si la campagne marche bien, de faire un beau tome 1 avec des belles contreparties, etc. Et puis après prendre le temps de bien conclure l'aventure pour ensuite vous proposer ça quelques mois après pour la suite et la fin de cette première histoire. C'est ça. Alors, quelques mois, je sais pas. Je pense au moins, je pense pas plus d'un an, Ouais. potentiellement. Parce que du coup, il y a le temps de finir Nodoka. Je commencerai déjà aussitôt après, en fait, à préparer des contreparties parce que j'ai déjà des idées en tête. Mais il faut le temps de préparer les potentielles illustrations et autres choses à faire. Donc, le temps que ça se mette en place, ça permettrait d'avoir une campagne qui soit plus, je pense, un petit peu plus tranquille à mettre en place aussi. Parce que c'est vrai que là, du coup, on est encore un petit peu sur les chapeaux de roue à préparer la campagne. Mais, mais non, mais je pense que du coup, on aura la tête plus reposée aussi à tout mettre en place. Alors, on aura beaucoup de temps pour tout préparer. Normalement, si ça marche bien, c'est un peu difficile, enfin c'est un peu dur de dire ça puisque la campagne du tome 1 n'a pas encore marché, on parle de celle du 2, mais si tout ça a fonctionné, bah, on aura beaucoup plus de temps pour bien, comme disait Goto, pour bien conclure l'histoire, mais aussi bien conclure la série en général avec une belle campagne de très belles choses, etc., qui prendront plus de temps à préparer. Donc on aura tout ce temps-là pour faire ça. C'est ça. Et par rapport au manga, toi, quelle place ça a aujourd'hui dans ta vie? Donc on a entendu que tu faisais ça à côté depuis que tu es tout petit, et que maintenant t'as des boulots et tu continues de faire ça à côté. Est-ce que toi, le manga, tu veux que ça continue à être quelque chose que tu fais à côté, ou est-ce que si t'aimerais y accorder plus de temps? Est-ce que s'il y avait l'opportunité, t'aimerais en faire ton métier? Enfin, Alors, mon métier, à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué de le dire parce que c'est quand même une grosse charge de travail. Et je vois déjà tout le temps que je passe à côté pour pouvoir faire justement le manga. C'est quand même assez conséquent, mine de rien. Donc, avoir potentiellement, c'est vrai que pas dans l'immédiat, je pense. Mais en tout cas, j'ai toujours autant d'histoires en tête que j'ai envie de faire en papier. Donc ça va être des choses à créer au fur et à mesure. Sachant qu'il y a une série, j'aimerais bien continuer à l'heure actuelle pour la suite, donc qui sera avec que des mini-chapitres, donc ça sera un petit peu plus soft, on va dire.
Mais à l'heure actuelle, c'est plus peut-être garder un petit peu mon rythme actuel, j'ai envie de dire, pour pouvoir préparer en fait de nouvelles histoires, de continuer mon univers à développer. Et justement, comme tu disais au tout début, c'est un univers, enfin ton univers, toutes tes histoires se passent dans le même monde, un peu un Goto Cinematic Universe, quoi. C'est ça, sauf que on n'a pas besoin d'aller dans des mondes parallèles. C'est tout se situe sur la même planète, c'est juste la géographie qui est différente ou les époques. Ok, on n'a pas besoin de tuer Iron Man pour faire le prochain Spider-Man, quoi, par exemple. Ouh, pardon. Non, Je... voilà, c'est par exemple. C'est non, c'est alors pour ceux qui suivent un petit peu mes histoires, donc l'histoire de Nodoka au début commence dans une sorte de village asiatique, donc dans une sorte de pays, on va dire typé japonais, Chine, ce genre de choses. Très, très féodal. Voilà. Après, ils vont traverser un désert où se déroule donc une partie de Nodoka et l'histoire de Sandstorm Tower. Sauf que du coup, il y a quand même pas mal d'années d'écart entre les deux. En tout cas, entre le début des deux séries. Nodoka, donc, à la fin du tome 1, sera entre deux frontières, entre deux royaumes. J'ai la série, donc, avec des mini-chapitres que j'aimerais bien continuer plus tard, qui s'appelle R&R, donc avec des détectives dans une sorte de Chicago des années 1900. Où là c'est encore dans un autre endroit du globe. Après j'avais fait des mini-séries lors de c'est des 23 heures ou des 25 heures de la BD, je ne sais plus lequel des deux. Où là ça se déroulait en fait aussi dans d'autres pays différents, mais toujours à peu près dans les mêmes époques. Donc c'est vrai que je suis toujours, en fait j'ai réussi à me créer un univers qui me convient avec différents pays, différentes technologies, différents alors, époques ou en tout cas parce que je peux avoir le côté médiéval avec Kay et puis le royaume de l'ogre, ce genre de choses. Je peux avoir vraiment le côté désert avec des choses que je peux faire un peu à la what the fuck, un peu par exemple à la Mad Max ou un peu ce qu'on veut. Donc côté Japon avec des créatures, des dragons par exemple. On peut avoir donc le côté Chicago, les détectives, la mafia. J'ai un côté avec des anges et des démons, avec des morts-vivants, avec tout un tas de choses. Et du coup, en fait, j'ai réussi à créer un petit univers qui est cohérent, en tout cas qui n'est pas expliqué, mais qui est cohérent en tout cas dans le concept dont je l'ai fait. Ça m'a mis quand même plusieurs années à le trouver pour que ça puisse ne pas paraître bizarre. Et en même temps, en fait, ils sont tous rejoints par, en fait, tout est regroupé en même temps par un thème, on va dire plus ou moins central, entre guillemets, qui est soit le démon blanc, soit les golems. Donc, le démon blanc, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont pouvoir le découvrir dans la série, mais il est expliqué assez tôt, qui est un petit personnage plutôt central, en tout cas dans Nodoka, même s'il apparaît jamais. Qui est le père, quand même, de Nodoka. C'est bien ça. Donc, vous allez voir, il a pas mal de... Il agit sur sur l'histoire, quand même, beaucoup. C'est ça. On l'entend beaucoup, on le voit pas vraiment. On a un peu peur de lui, quand même. C'est ça. Il paraît que même certains auraient tendance à mettre fin à leur vie juste en entendant son nom. Mais bon. Et donc, est-ce que toi, pour créer toutes ces histoires sur le même univers, est-ce que tu pars d'une idée, d'un personnage ou d'une intrigue? Euh, Ou alors, d'un c- décor, hein, ça se trouve, tu pars d'un décor directement. alors, en effet, comment R&R, par exemple, donc une série qui suit des mini-enquêtes de détectives privés. En fait, je me suis inspiré, alors pas de personnages en tant que tel, mais d'idées. Je me suis inspiré de Détective Conan, de Hercule Poirot, de Sherlock Holmes,
des films de mafieux comme Le Parrain et ainsi de suite. Et en fait, je voulais retranscrire un petit peu toutes les idées, enfin l'ambiance du coup mafieuse détective parce que ça se marie assez bien les deux, je trouve. Et le côté que j'adorais voir dans pas mal de séries policières, enfin plus en policière détective on va dire, c'est le fait qu'il y ait toujours en fait le même nombre de choix de suspects, où en fait t'as toujours l'intrigue que quoi qu'il arrive tu peux que connaître à la fin en fait qui est le vrai meurtrier par exemple, parce que en fait il y a toujours un détail à la noix que qu'il faut connaître et ainsi de suite. Donc je m'étais inspiré vraiment plus de l'idée pour créer après les personnages et l'univers vraiment qui va avec. Pour Nodoka, j'étais parti plus du principe de Nodoka, une jeune fille avec par exemple un pistolet. Le pistolet est venu un petit peu quand j'ai créé le personnage. Avec un chevalier parce que je voulais vraiment qu'il y ait une dénotation entre les deux personnages. Et après, je savais que je voulais les mettre dans une sorte de Japon médiéval, on va dire. Un Japon féodal. Et ce qui est marrant d'ailleurs en parlant du personnage de Kay, c'est qu'à la base, il devait pas forcément être un chevalier de la table ronde. Sauf qu'en faisant des recherches, j'avais déjà établi le caractère du personnage, et en faisant les recherches sur les chevaliers de la table ronde, il y en a un qui collait pile poil à ce personnage-là. Ok. Qui était donc Kay, le frère de lait de Arthur Pendragon, qui a les mêmes caractéristiques, donc qui est brutal, qui est très grand, qui zigouille des géants, c'est son métier à plein temps, qui est grossier, donc il y avait vraiment toutes les caractéristiques. Donc et en plus le nom de code parce que j'avais un nom de code pour ce personnage-là, comme je savais pas comment l'appeler, c'était Knight. Et je me disais que Kay et Knight c'était pratique comme étymologie. Donc ça commençait tous les deux par K. C'était vraiment pas mal niveau prénom. Et sinon, par exemple, pour Sandstorm Tower, j'étais parti vraiment sur le concept d'une histoire sans dialogue, comme dans une série de mangas que j'ai qui s'appelle Gone. Et c'était à une période où je jouais un petit peu aussi à Zelda, Breath of the Wild. Et je trouvais l'idée sympa du coup du mec qui rentre dans un donjon. Et en fait, parce que j'adore les jeux, on va dire, d'aventure, on rentre dans des donjons, les MMO, ce genre de choses. Et il y a toujours le truc de comment ils font pour les toilettes, comment ils font pour les pièges, parce qu'il y a bien des gens qui tombent dedans, ce genre de choses. Et en règle générale, on n'a pas des points de sauvegarde un peu partout. On doit récupérer du matériel pour pouvoir devenir plus puissant. Et du coup, j'étais parti sur ce principe-là pour créer le personnage et faire l'histoire qui s'ensuit. En plus de la contrainte de faire une histoire muette, quoi. C'est ça. Et du coup, l'avantage d'avoir un personnage seul qui parcourt un donjon, c'est que du coup, il n'a pas forcément besoin de parler parce qu'il est pas obligé d'expliquer en fait, d'avoir un dialogue rationnel avec un autre personnage. Donc, c'était une petite feinte, on va dire, à la création. Et que ça soit dans ce projet ou dans Nodoka, enfin tous les projets que tu fais, il y a beaucoup d'humour, mais ça se ressent beaucoup par les gags, que ce soit dans les dialogues ou les gags visuels. Comment tu les travailles? Alors, en règle générale, je me les répète à voix haute, soit à voix haute ou soit vraiment dans ma tête. Alors, je sais pas si ça vient de moi spécifiquement ou si c'est lié à pas mal de films, de jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer ou même à des bouquins que j'ai pu lire. Mais en fait, j'adore quand il y a des petits mots bien placés, quand il y a un personnage qui déconne sur un truc et que les autres ils sont là à le regarder, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Et en fait, c'est des choses qui me viennent facilement, des fois un peu trop facilement, et je suis obligé de me restreindre un petit peu parce que la situation ne se prête pas, par exemple. Quand tu fais tes impôts, quand t'es à Voilà. l'administration, tu peux pas trop blaguer, quoi. Par exemple.
Mais et encore, je serais capable de trouver des trucs à la noix à dire. Et j'ai un truc aussi en règle générale, parce que à chaque fois, souvent, il y a des personnes, par exemple, qui peuvent nous poser des questions sur tel ou tel truc. Par exemple, ils ont un problème, je sais pas, ils ont une fenêtre qui est cassée, comment faire? Et ben moi, j'ai toujours une réponse à donner. Sauf que la réponse, c'est une solution. C'est pas une bonne solution, c'est une solution. Par exemple, bah, la fenêtre est cassée, bah, mure la fenêtre ou retire la fenêtre et t'auras plus de problème qu'elle soit cassée ou pas. Ou ça peut être n'importe quoi. Et en fait, j'ai toujours, on va dire, une sorte de réponse au truc, mais c'est pas pour ça qu'en fait c'est un bon truc. C'est une réponse logique, mais c'est pas bon, c'est pas forcément bon. Et je pars peut-être un petit peu de ce principe-là où en fait mes vannes en fait elles se suivent. C'est des solutions qui peuvent être logiques d'un certain point de vue, mais qui le sont pas forcément au point de vue des autres. Je pense que c'est un petit peu dans ce genre de domaine que j'aime bien en fait. Ça me fait penser un petit peu à une scène dans One Piece où il y a quand ils sont sur l'île des zombies, où il y a un zombie qui commence à sortir de terre et il y a Luffy qui voit le zombie qui commence à sortir de sa tombe. Lui s'approche du zombie et puis il le pousse pour le remettre en terre parce que pour lui il est fait pour être dedans. C'est le genre de situation à la noix qui pourrait me venir en fait à l'esprit facilement. Plutôt du côté de l'absurde, enfin de ce qui n'est pas forcément, comme tu disais, la réalité. C'est ça, c'est pas forcément logique pour les autres, mais ça l'est entre guillemets pour moi, on va dire. Ok. Pour passer un peu, là on arrive tranquillement vers la fin. Est-ce qu'on parle pas un peu maintenant du matériel, comme tu disais que tu Hum. faisais tout en traditionnel? Donc enfin, quel est ton matériel? Quels outils tu utilises? Alors, ce que j'utilise moi, c'est alors dans les 50 premières pages de Nodoka, j'utilisais des feuilles papier machine, donc les standards. Je crois que ça doit être du 90 grammes à peu près. Ne faites pas ça chez vous. Ceci est réalisé par un professionnel. C'est ça, on va dire ça comme ça. Et du coup, ce que je faisais au début, parce que j'avais pas accès forcément à des feuilles, pour vraiment dessiner des planches de certaines marques. Donc j'avais déjà prévu quand même un format, alors pas forcément simili le format japonais, mais j'étais parti quand même du principe que en mesurant des mangas, combien ça ferait à peu près, et j'avais agrandi proportionnellement sur ma feuille, ce qui fait que j'avais fait un encadré sur ma première feuille, qui correspondait à on va dire aux proportions d'une feuille japonaise. Et j'avais pris un grand paquet de feuilles que j'avais mis en dessous et j'avais pointé avec un compas en fait les quatre coins de ma feuille pour en fait ne pas avoir à remesurer en fait toutes mes feuilles en dessous. Donc en fait j'avais poinçonné toutes mes feuilles sur les quatre coins pour pouvoir tracer des traits directement au crayon bleu. Parce que du coup j'utilise un crayon bleu, une mine Critérium bleu pour pouvoir faire mes dessins. J'expliquerai après le pourquoi du comment. Et du coup, en fait, je recadrais toutes mes feuilles comme ça à la main. Et après, par la suite, pour commencer la deuxième partie avec les mercenaires, en fait, j'ai acheté sur Internet, parce que j'avais pas accès en magasin près de chez moi, des feuilles délétères. Alors, c'est du format, je crois, c'est des... Hop, j'en ai une sous la main. Hop, ça doit être B4 peut-être. Alors, c'est du délétère 220 par 310 millimètres, du 135 grammes, un kilogramme. Et, euh, et j'utilise pour dessiner, donc, du coup, des mines bleues. Et pour l'ancrage, ça va être des feutres néopico, qui sont des feutres japonais, de la marque Délétère, je crois aussi, d'ailleurs.
Et en fait, ces feutres-là, j'avais eu connaissance de ces feutres grâce à une camarade de classe, en fait, dans mes années d'école graphique à Tours, parce qu'elle en utilisait et du coup, j'avais pu tester. Et ce qui est pas mal avec ces feutres, c'est que on peut passer la main tout de suite après. En fait, on n'étale pas l'encre, ce qui est quand même pratique quand on a tendance à tourner sa feuille dans tous les sens pour pouvoir dessiner. Et donc, une fois que j'ai fait mes dessins, je les scanne. Donc, ça va, eu la chance d'avoir un scanner A3, donc un assez grand scanner, donc je peux scanner en une seule fois ma planche. Et après, sur Photoshop, grâce à des petits paramètres, en fait, on peut retirer tout de suite le bleu des crayons. Donc, c'est pour ça que je dessine en bleu, parce que je peux passer tout en nuances de gris. Et en fait, ça me retire le bleu automatiquement. Donc il me reste que le blanc, le noir et puis les nuances de gris en soi. Et, euh, et du coup après, là-dessus, je nettoie ma planche, je fais tout sous Photoshop, parce que je suis resté avec une vieille version de Photoshop des années 2010. Et du coup, je mets les lettrages dessus. Et tout récemment, je commence à utiliser un petit peu ces Clip Studio. Mais c'est vraiment tout récemment. Je me suis pas encore vraiment fait la main dessus. En règle générale, j'importe plus mes formats Photoshop sur Clip Studio. Et tu fais la modification ensuite. C'est ça pour quelques paramètres, surtout au niveau des noirs et des blancs, pour un peu peaufiner tout ça. Et puis un petit peu les trames là, du coup, j'essaye de mettre à jour. Oui, on avait une question d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que tu Oui. utilises beaucoup de trame? On n'a pas l'impression. Enfin, Alors, j'en ai utilisé beaucoup plus dans le premier chapitre, parce que sur tous les arbres, il y a des scènes de nuit, donc là il y a pas mal de trames d'utiliser. Après, j'en utilise très très peu. C'est vraiment plus pour des champs ou contre-champs, pour pouvoir faire une meilleure démarcation. Sinon, je crois que ça doit être à peu près tout. Parce que du coup, ça sera beaucoup de hachures pour pouvoir faire les ombres, ce que j'utilise. bon, bah, je crois qu'on arrive tranquillement au bout du podcast et de l'interview. Je sais pas, en attendant, si jamais il y a des gens qui ont des questions dans le chat, là, n'hésitez pas. Je sais pas si toi, il y a des choses sur lesquelles tu voudrais revenir, des choses que tu n'as pas évoquées concernant Nodoka ou ton parcours, ou alors des conseils encore que tu aurais à donner pour les jeunes auteurs qui écoutent. Hmm, Alors, en conseil, je dirais, faut vraiment pas hésiter en fait à se lancer dans une histoire, même si l'histoire semble bateau, parce que, alors, faut savoir qu'un pitch peut être complètement bateau, mais faire une très bonne histoire. Parce que alors, Est-ce que tu as un exemple? j'ai un exemple que je donne en règle générale, et j'ai un exemple de film qui a un speech complètement nul, mais que je trouve être un très très bon film. Je vais déjà commencer par l'exemple de base. En fait, on peut très bien faire une histoire sur un mec qui va à la boulangerie, qui achète son pain et qui revient. Sauf que après, ça c'est le pitch de base, sauf qu'après, comment il y arrive, qu'est-ce qui lui arrive, et ainsi de suite, comment c'est agencé, comment c'est mené, comment c'est les dialogues, enfin tout ça fait que en fait on peut finalement se faire une très bonne histoire avec un concept complètement bateau en fait. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'idée du siècle pour pouvoir faire une très bonne histoire. Il faut juste savoir comment l'amener, comment l'expliquer, comment la raconter pour pouvoir faire que les gens en fait accrochent et veulent continuer à lire la suite. Et je vais venir sur le film. Alors je sais pas pour s'il y en a qui connaissent le film qui s'appelle Les Clés de bagnole, un film de Laurent Baffy. Ouais.
où en fait c'est l'histoire d'un gars qui cherche ses clés de bagnole. Il va passer tout le film à chercher ses clés et en fait elles se trouvent dans sa poche gauche ou sa poche droite, je sais plus. Et le speech est raconté dès le début en fait. Et ce qui est très intelligent, c'est qu'en fait il fait son histoire telle quelle, donc on sait tout de suite dans quelle poche elle est dès le début. Et il va faire toute son aventure en cherchant ses clés, mais en même temps, il va faire traverser en fait tout un tas d'aventures à son personnage, tout en expliquant des mises en scène de cinéma, des façons de faire aussi d'animation pour raconter son histoire, tout un tas de supercheries du cinéma, des tricheries et ainsi de suite. Ok. Et c'est très intéressant, c'est pas un documentaire du tout, mais c'est complètement barré, complètement inventif aussi, alors que le speech est nul de chez nul. Ouais, mais je crois qu'il y avait même marqué c'était tourné comme ça aussi au niveau de la communication. Il y avait marqué sur l'affiche le film est nul, n'y allez pas ou un truc comme ça. Oui, au début, il a dit ça, et en fait, les gens n'y allaient pas parce qu'ils le croyaient. Et du coup, après, il a changé un peu le fusil d'épaule. Ok. Mais, Mais après, t'es le premier qui m'en parle. du Plus en coup, détail. je l'ai vu, et alors, je l'ai vu au lycée. J'avais un pion au lycée qui était très philosophe et qui adorait aussi ce film. Et en fait, il y a des références partout dans ce film. Je crois que tous les noms de bars, en fait, ont des noms de films. D'accord. Il y a des références à tout un tas de trucs. Et en fait, tout est caché dans le film à droite à gauche. Et c'est super bien pour apprendre le cinéma en même temps. D'accord. Mais très bien. Et du coup, ton conseil général là-dessus, ce serait de pas trop se prendre la tête à complexifier son histoire ou son concept. L'important, c'est de bien la raconter. C'est ça, faut essayer de bien le raconter, quel que soit son concept en fait. Alors, un autre truc, faut pas essayer de chercher à faire ce qui marche forcément. Parce que ce qui marche pour certains n'est pas forcément ce qui marche pour d'autres. Par exemple, je sais que je vais pas faire une histoire sur des pirates qui veulent retrouver un trésor au fin fond d'une mer pleine de dangers, parce que il y en a un qui le fait très bien. Est-ce que moi j'arriverai à le faire, pas forcément aussi bien, mais à le faire très bien? Je suis pas sûr. Mais essayez de dessiner en fait ce que vous avez envie, ce que vous aimez faire. Si vous aimez dessiner, je sais pas, des petits personnages en forme de légumes, faites une histoire avec des petits personnages en forme de légumes. Il n'y a pas de souci. Il y en a très bien qui font des histoires sur la vie d'un chat et ça marche. Faut essayer de faire ce que vous aimez en essayant d'essayer de le faire du mieux que vous pouvez, en essayant de prendre du recul, en faisant des tests. Faites un premier chapitre pour voir déjà si le format vous va, si les personnages vous vont, le style d'histoire vous va, avant de vous lancer dans une grande série de 15 000 tomes. Parce que c'est vrai que quand on part dans une grande série, en fait, il faut savoir qu'en règle générale, il y en a peu qui arrivent au bout. Parce que soit motivation, soit le temps, soit l'argent aussi. Et que c'est pas parce qu'on prévoit une série en 45 tomes que forcément on va pouvoir la faire et on va essayer et qu'on va peut-être potentiellement bien la raconter, surtout au début quand on commence vraiment à faire des histoires en manga. Donc le meilleur conseil que je suggère, c'est vraiment de partir sur une petite histoire, quitte à ce que ça soit une histoire d'intro pour amener vers une plus grosse histoire derrière. Et en règle générale, souvent les auteurs, que ce soit français ou même d'autres pays, en fait, partent sur un ou deux tomes ou trois tomes d'un premier arc. Si ça marche, ils continuent. Si ça marche pas, ils créent une fin à cet endroit-là et ils finissent leur histoire comme ça. Pour tous les fans de manga, on a l'exemple avec le Weekly Shonen Jump, où là-bas, avant de proposer une série, on propose déjà un one-shot de son histoire.
pour voir si le héros prend, si le concept prend avec les lecteurs et si l'auteur ensuite a aussi envie de continuer, et l'éditeur bien sûr a envie de continuer là-dessus. Donc n'hésitez pas à prendre cet exemple-là aussi pour Exactement. tester. Il y a le très bon manga, c'est Bakuman, si je dis pas de bêtises, Oui. qui en parle pas mal de cet aspect-là. Très bien. En plus, tu as donné enfin, tu as recoupé avec le podcast d'Emash où il disait justement un de ses gros thèmes, c'était ne cherchez pas, ne forcez pas l'originalité. Ne cherchez pas forcément à être original, parlez des choses que vous connaissez ou qui vous font marrer, que vous aimez bien. Donc tu as recoupé là-dessus en donnant ton point de vue aussi sur ce thème-là, donc c'est génial. On arrive tranquillement sur la fin du podcast. Est-ce que toi, tu aurais un dernier mot pour les auditeurs? Bah moi, alors je suis très mauvais pour les mots de fin, faut le Ok. savoir. Mais du coup, ouais, n'hésitez pas à y faire un petit tour, ne serait-ce que pour voir les contreparties qui seront proposées sur le Ulule, s'il y en a qui vous intéressent ou non. Je, je vous jetterai pas la pierre, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas si vous voulez découvrir un petit peu aussi l'histoire de Nodoka, aller faire un petit tour donc sur les épisodes du Keep on Dream, les différents numéros pour aller voir les différents petits chapitres que j'ai pu faire. Si vous avez envie de découvrir après la suite de l'histoire en papier. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous préinscrire si vous voulez être au courant de quand sortira exactement le Ulule. Ouais, Puis vous voilà. recevrez un mail pile à la minute où c'est activé. Normalement, vous recevez un mail. Pour redonner l'info, normalement, c'est le vendredi, ce vendredi 3 mars. Et puis juste pour continuer, et après je te laisserai conclure, mais n'hésitez pas à repasser sur la page. Si jamais vous êtes déjà allé dessus ou que vous allez dessus aujourd'hui, n'hésitez pas à y retourner dans quelques jours ou quoi avant la fin de la campagne, parce que c'est une campagne qui est interactive. On a pensé à des petits trucs pour justement que l'aspect visuel de la campagne évolue aussi en fonction de comment évoluent les pourcentages en eux-mêmes. Donc voilà, n'hésitez pas à passer et repasser. Et d'ici là, moi je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis je laisse conclure Goto. Et je vous dis à très bientôt sur la campagne, j'espère. Alors, pour tous ceux qui le souhaitent au niveau dessin, n'hésitez pas à dessiner ce que vous aimez. Pour tous les lecteurs, n'hésitez pas à lire ce que vous aimez. Et puis à dire aussi, n'hésitez pas à faire des retours aux différents auteurs que vous pouvez lire, ce que vous aimez ou non. Donc là-dessus, je vais vous dire bye bye. Et puis peut-être à plus tard sur la campagne. Salut! Et voilà, vous êtes arrivé à la fin de ce Keep on Talk. Merci beaucoup, j'espère que l'interview vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Et pour ne pas rater le prochain épisode, profitez-en pour suivre le Keep on Dream sur les différents réseaux. Je vous dis à très bientôt en live sur Twitch ou alors directement dans le prochain épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de croire en vos rêves.